j'aimerais juste replacer dans un contexte un peu plus long qui remonte, en fait, on peut dire, à la fin de la guerre froide. C'est-à-dire qu'à la fin de la guerre froide, donc George Bush est président, George Bush père est président. Il a comme ministre de la Défense Dick Cheney, qui, 10 ans plus tard, deviendra le charmant Dick Cheney. On peut dire, enfin, quand il était vice-président sous George Bush fils, à partir de janvier 2001, Dick Cheney a été, on va dire, le leader politique des néoconservateurs, en fait. Mais lorsqu'il était secrétaire à la Défense en 1992, après la guerre du Golfe, son adjoint Paul Wolfowitz, qui sera secrétaire adjoint à la Défense 10 ans plus tard, en 2001, donc qui est aussi l'un des chefs de file des néoconservateurs. Mais en 1992, Paul Wolfowitz publie le document stratégique, la feuille de route stratégique du Pentagone, expliquant que notamment l'Ukraine doit venir dans le giron occidental. Et en fait, c'est un document qui jette les bases de ce qu'on appelle la Full Spectrum Dominance. C'est un concept de la défense aux États-Unis qui considère que le Pentagone et les services américains doivent dominer le monde de manière militarisée sur tous les théâtres de guerre, c'est-à-dire la terre, la mer, le cyber, etc. Et à partir de là, la pensée stratégique américaine, vu que il y a plus de contrepoids en fait, c'est-à-dire que l'URSS s'est effondré, la pensée stratégique américaine considère que le monde en fait est son échiquier, qui sont les seuls shérifs en ville, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de décider de quel gouvernement on fait sauter à travers des coups d'État ou d'intervenir militairement dans tel ou tel pays, en s'émancipant évidemment du droit international, comme on a pu l'observer en 99 en Bosnie, en Serbie, dans la guerre du Kosovo, qui nous est d'ailleurs jusqu'à présent reproché par les Russes. C'était effectivement une intervention qui était illégale au regard du droit international. Il n'y avait pas d'aval du Conseil de sécurité. Mais pour dire que, et Jeffrey Sachs, qui est en fait un ancien économiste, ancien conseiller de Bill Clinton, professeur dans différentes universités. Actuellement, il est à Columbia, il a enseigné à Harvard. D'ailleurs, il a eu un certain nombre de néoconservateurs comme élèves. Il les connaît bien, et en fait, il explique que ces gens ont une vision complètement délirante en fait, de la réalité. C'est-à-dire que, et en particulier, on parle aujourd'hui beaucoup du monde multipolaire, mais on ne peut pas considérer que les États-Unis peuvent faire ce qu'ils souhaitent dans le monde et imposer leur volonté à la planète entière sans qu'il y ait des réactions en face. Et en gros, les États-Unis, à partir de... Alors, il y a une controverse historique sur le fait que les États-Unis et l'Europe auraient promis à Gorbatchev, juste après la guerre froide, de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est. Bon, il y a un certain nombre de documents, de réunions entre les chefs d'État avec les Russes qui montrent qu'il y a eu des promesses orales, mais il n'y a pas eu de traité, en fait. Et peut-être une erreur d'ailleurs. Bon, après, on voit ce que valent les traités. Oui. Voilà, bref. Mais il y a eu des vagues successives d'extension de l'OTAN vers l'Est, donc vers le flanc ouest de la Russie, qui ont été mal perçus par les Russes, mais à l'époque, Moscou n'avait pas les moyens de répliquer, en fait. C'était un pays qui, pendant les années 90, était à genoux. Le PIB était quasiment divisé par 2, me semble-t-il. C'est un pays qui, sous Yeltsin, a vraiment souffert. Et il y a eu comme une... les lignes rouges des Russes ont été franchies à partir de 2002, à partir du moment où les États-Unis sont sortis, alors j'en parle pas dans mon livre, mais j'en profite justement d'en parler ici, sont sortis du traité antimissile. Les États-Unis ont commencé à renverser l'équipe stratégique au niveau de la dissuasion nucléaire. Et par la suite, il y a eu le fameux sommet de Bucarest en 2008, dans lequel George Bush, devant Poutine, parce que Poutine était invité à ce sommet de l'OTAN, donc le sommet de l'OTAN à Bucarest, George Bush annonce que la Géorgie et l'Ukraine ont vocation à rentrer dans l'OTAN. Donc à l'époque, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy s'y opposent. Ils avaient bien perçu que c'était dangereux. Donc ça peut contribuer à répondre à ta première question. Mais néanmoins, on voit les Russes qui réagissent, c'est-à-dire la Géorgie, sur la question de l'Abkhazie, de l'Ossétie du Sud. 4 mois après le sommet de Bucarest, ils attaquent la Géorgie. Alors, je ne vais pas revenir sur ces détails-là, mais les Russes, en fait, envoient un signal aux États-Unis.
Ouais. À partir de là. On a... en fait, les Russes perçoivent que l'OTAN, à leurs frontières, c'est une menace qui est existentielle. Et l'OTAN étant pilotée par les États-Unis eux-mêmes, dont la politique extérieure est très influencée par les néoconservateurs. Les néoconservateurs dont tu as un petit peu parlé, et il me semble que c'est aussi important de préciser qu'ils sont spécialement... Donc ils veulent être gendarmes du monde, donc c'est une chose, et ils sont aussi spécialement anti-russes. Ils sont restés... ils ont un logiciel... Dans une mentalité de guerre froide. Ils ont un logiciel qui date de la guerre froide. Et donc... Je crois qu'il y a des traces dans les textes, dans leurs textes stratégiques, d'une désignation spécifique de la Russie comme ennemi, alors que la guerre froide était terminée. Alors, il y a un document très intéressant qui a été publié en septembre 2000 par le fameux PNAC, le Project for a New American Century, c'est-à-dire le projet pour le nouveau siècle américain, qui désigne effectivement la Russie comme une menace qu'il faut dissuader, en fait. Dissuader de s'étendre, dissuader même d'avoir une sphère d'influence. Bon. Moi, sur la question de la sphère d'influence, je pense qu'il faut surtout comprendre que c'est pas forcément pour les pays concernés, la Russie ou la Chine sur la question de Taïwan, hein, notamment. C'est pas forcément la volonté d'influencer leur voisinage proche. C'est surtout d'avoir une sphère, ce que Glenn Diesen, un chercheur norvégien, appelle une sphère d'intérêt sécuritaire. C'est-à-dire qu'il faut que les grandes puissances restent à l'écart les unes des autres. Et je parlais de Jeffrey Sachs tout à l'heure. C'est ce qu'il prône, en fait. C'est-à-dire que pendant la guerre froide, il y avait une ceinture d'États qui séparait l'Europe de l'Ouest. Pas de frontières communes, quoi. Voilà. L'Europe de l'Ouest et la Russie. D'ailleurs, les guerres sont souvent frontalières, donc il faut éviter que c'est logique. C'est pas quelque chose qu'on entend forcément, mais ça paraît totalement logique. Les guerres étant frontalières, il faut éviter d'avoir des frontières entre deux. Bon, après, il y en a une grande entre la Russie et la Chine. Mais... Et alors, pour revenir sur le document en question, hein, du projet pour le nouveau siècle américain, il faut savoir que il a été co-rédigé sous l'impulsion notamment de Robert Kagan, qui est l'époux aussi dans la vie de Victoria Nuland. Victoria Nuland, en fait, en 2005, elle est nommée ambassadrice de l'OTAN pour les affaires européennes par Dick Cheney. Et c'est un personnage qui revient souvent dans mon livre parce qu'elle est à l'origine, en fait, du soutien... Enfin, c'était elle qui était en pointe dans le soutien des États-Unis, qui était à la fois clandestin et plus ostensible, qui était évident, notamment depuis l'ambassade des États-Unis à Kiev, en faveur du Maïdan, du mouvement Maïdan en 2014. Et elle est mariée à Robert Kagan, qui est l'un des chefs de file des néoconservateurs. Et pour faire le lien avec la notion de sphère d'influence, en 2019, Robert Kagan écrit dans le Washington Post avec Anthony Blinken, qui est devenu secrétaire d'État des États-Unis en 2021 sous Biden. Il écrit textuellement que ni la Chine ni les États-Unis ne peuvent avoir de sphère d'influence. Et ce qui est hallucinant dans cette tribune qu'il a écrite avec Robert Kagan, c'est que les États-Unis, depuis 1823, ont adopté la doctrine Monroe, qui à l'origine visait à éviter que les puissances européennes interviennent en Amérique, en fait. Les États-Unis étant un État indépendant. Et la doctrine Monroe a guidé, pendant la guerre froide, elle a guidé l'action notamment des services américains en Amérique latine. C'est-à-dire que la succession de coups d'État qu'il y a eu était le sous-jacent derrière, c'était la doctrine Monroe. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas qu'il y ait des pays qui soient considérés dans la sphère d'influence américaine, états-unienne, comme des pays sous influence soviétique. Et donc, on a eu la crise des missiles de Cuba, on s'en souvient beaucoup, on n'en a pas énormément parlé dans les livres d'histoire, où le monde a quand même frôlé la catastrophe, hein, peut-être potentiellement une guerre nucléaire. Les États-Unis ne voulaient absolument pas de Cuba. D'ailleurs, Cuba est jusqu'à aujourd'hui sous embargo. Ils ne voulaient pas de Cuba sous influence soviétique. Donc, en fait, ces logiques-là, sont des logiques qui datent de l'Antiquité, en réalité. C'est-à-dire qu'on peut revenir jusqu'à l'Égypte pharaonique et l'Empire hittite, qui voulaient contrôler le Levant à l'époque, et on peut citer la bataille de Kadesh, qui en fait n'est pas uniquement une guerre de conquête, mais également une guerre qui vise à en faire une sorte de zone tampon, de zone neutre, parce qu'à l'époque, la région était composée de cités-États dont les princes changeaient d'allégeance. Et en fait, ça rappelle en gros l'Ukraine qui
avait des rapports quand même compliqués à partir de 2010 et de la présidence Yanukovych avec la Russie, mais mine de rien, il n'y avait pas une telle hostilité. Et à partir de 2014, le renversement de Yanukovych au profit de nationalistes, militaristes, anti-russes et pro-OTAN a complètement renversé la balance. Et ce que je veux dire, c'est ce genre de conflit-là, en jeu, c'est pas seulement les conquêtes territoriales, parce qu'on peut pas nier que la Russie a des velléités annexionnistes sur certains oblasts du sud de l'Ukraine et sur la Crimée. C'est évident, c'est admis même. Hein, c'est un enjeu des négociations actuelles. Mais néanmoins, la volonté de conquête n'est pas le seul objectif, en fait. Donc, il faut comprendre que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en Europe, en tout cas, aux États-Unis, peut-être sous Trump, on les perçoit un peu mieux, mais en Europe, les préoccupations sécuritaires de la Russie, on les balaye d'un revers de la main. Ouais, justement, revenons-y. Pour l'instant, on en est resté à 2008. Bush qui fait un discours devant Poutine où il parle de la volonté d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un fantasme, que l'Ukraine il n'a jamais été question d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Aux oreilles de Poutine, ça a quand même été dit en face de lui. Donc pour lui, il y avait cette volonté qui existait. Et ensuite, entre 2008 et 2014, parce que c'était une très bonne idée de repartir d'un peu plus loin, il y a aussi ce qui se passe en Syrie. Situation sur laquelle tu écris un livre. Effectivement. Sans refaire tout ce qui se passe en Syrie, est-ce que tu peux nous dire en quelques minutes comment ça a crispé encore la situation entre les États-Unis et la Russie? Alors, je repars d'abord de 2008, c'est très intéressant et je te remercie de me relancer là-dessus parce que... Pas très bien de faire le fil comme ça. En mars 2025, le président Macron, on lui pose une question, alors la question m'échappe, mais en gros, il répond que, en fait, l'OTAN n'a jamais été une menace pour les Russes, ni l'Europe ni les États-Unis n'avaient l'intention de menacer la Russie à travers l'OTAN. Et d'ailleurs, il cite le sommet de Bucarest de l'OTAN de 2008, en expliquant que l'Allemagne et la France s'étaient opposées à l'entrée de l'Ukraine. Il y avait aussi la Géorgie dans l'équation. Hein. Mais s'étaient opposées à l'intégration de l'Ukraine. Sauf que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le coup d'État du Maïdan, alors c'est un mot qui peut faire mal aux oreilles à certains parce qu'on parle de révolution de la dignité démocratique, pro-européenne. On le développera, c'est beaucoup plus compliqué. Mais le coup d'État du Maïdan a permis de lancer un processus d'intégration de facto de l'armée ukrainienne dans l'OTAN. Alors, pas de l'intégralité de l'armée ukrainienne, mais dans mon livre, je documente avec des sources irréfutables que, à la suite du Maïdan, l'année suivante, en 2015, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada, dans le cadre de l'OTAN, ont entraîné entre 2015 et 2021, donc l'année d'avant l'invasion russe de 2022, 10 000 soldats par an. À peu près 10 000 soldats par an. Moi, quand j'en ai compté, environ 82 000. Et il n'y avait pas que des soldats. Il y avait des membres du Parlement dans les commissions de défense, des policiers, les services spéciaux, les services de renseignement, etc. C'était un programme qui était gigantesque. Et donc, en fait, les Russes percevaient, en fait, et perçoivent toujours l'armée ukrainienne comme une armée de l'OTAN. Après, on peut dire, donc là, vraiment, c'était pour dire que ce n'était pas un fantasme de parler d'intégration potentielle ou future de l'Ukraine dans l'OTAN, mais on peut aussi dire rétrospectivement que c'était pas bête de former tous ces gens-là, parce que cette formation leur a été utile. Oui, mais dans la chaîne de causalité, en fait, on peut dire que effectivement, les Russes, donc il y a le Maïdan, on renverse Yanukovych. Yanukovych fuit d'abord, il me semble qu'il passe par la Crimée et il va en Russie dès le 22 février 2014. À partir de là, il faut savoir que les États-Unis, dans les premières heures de la chute de Yanukovych, les États-Unis rencontrent le tout nouveau chef des renseignements. Enfin, c'est la CIA qui rencontre le tout nouveau chef du renseignement intérieur ukrainien, le puissant SBU. Et également le MI6, donc les services secrets extérieurs britanniques, qui font une réunion tripartite et ils nouent un partenariat. Et on ne le savait pas jusqu'en 2023, enfin même jusqu'en 2024. Ça a été admis en février 2024 par l'ancien directeur du SBU, Valentin Nalévaïchenko,
qui explique comment, pour reprendre la main sur les services qui étaient noyautés par des éléments pro-russes, 90% de la direction du SBU a été purgée. Ouais. Et donc, les États-Unis, à partir de là, ont complètement restructuré les services secrets ukrainiens, que ce soit les services intérieurs comme le SBU, qui montent aussi des opérations à l'étranger, et surtout le GUR, donc les services de renseignement militaire. Mais on va venir à cette... On en viendra. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est à partir de 2014, justement, que dès le coup d'État du Maïdan, que se met en place cette politique-là. Et en avril 2014, le directeur de la CIA atterrit à Kiev pour une visite secrète avec les services ukrainiens, mais pas que. Et apparemment, il donne... alors, c'est contesté par Brennan lui-même. Il s'appelait John Brennan, le directeur de la CIA à l'époque. C'est contesté par John Brennan lui-même, mais il y a des sources, des témoins de la réunion qui l'ont confirmé. Il donne le feu vert pour l'opération, ce qu'ils appellent l'opération antiterroriste dans le Donbass, c'est-à-dire pour réprimer toute velléité autonomiste ou séparatiste dans le Donbass. Mais on va faire toutes ces... On va y arriver, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir de là, les Russes commencent à soutenir les séparatistes. Alors plutôt, je pense que c'est plutôt vers l'été 2014 que les Russes vraiment s'impliquent. Alors ils l'ont jamais admis, mais c'est évident. Tu veux dire que dans la chaîne de causalité, l'intégration de facto de l'armée ukrainienne dans l'OTAN et des services était première, était avant. Mais faut se rendre compte d'une information quand même qu'on a du mal à, parce que nous on essaie de voir le monde de façon binaire souvent, pro-russe, anti-russe, etc. Mais rendez-vous compte que en novembre 2013, lorsque Yanukovych, le président, dit « Je suspends pour le moment le processus de rapprochement avec l'Union européenne », parce qu'il y avait un accord qui était discuté, au profit d'un accord avec les Russes qui était objectivement plus avantageux pour les Ukrainiens. L'Ukraine était dans un état économique très compliqué, et notamment au niveau énergétique, le gaz russe allait être bradé aux Ukrainiens. Il y avait une aide de 15 milliards qui était décidée par la Russie. Ils avaient vraiment besoin de cet argent. Et c'est de là que part le Maïdan à l'origine. Mais il faut se rendre compte que ça signifiait que Yanukovych, qui avait des relations complexes, tumultueuses avec les Russes, avec Poutine, bien que depuis 2010, on disait qu'il était pro-russe, en fait, il essayait de maintenir l'équilibre entre l'Europe et la Russie. Ouais. Mais il fallait se rendre compte qu'à l'époque, en novembre 2013, les Russes, c'était hors de question qu'ils fassent la guerre avec l'Ukraine. Au contraire, ils étaient en train de se rapprocher d'eux.